Liliane. Je suis vraiment très heureuse de t'avoir ici pour cette interview, une interview que je fais tous les mois avec une nouvelle entrepreneuse. Donc, Gilliane, je l'ai connue grâce aux entrepreneuses qui déchirent, le groupe de Céline Pod. On va commencer. Première question, présente-toi. Quel âge tu as? D'où tu es? Quelle formation tu as fait? Et quel est ton domaine d'activité? Alors, déjà, merci Nathalie de m'avoir proposé cette interview. Moi, c'est Gilliane. J'ai 34 ans. J'ai grandi en Corrèze. Je vis actuellement à Toulouse. J'ai fait des études d'art, ce qui n'est pas forcément surprenant après quand on connaît mon métier. Et j'en ai fait longtemps. J'ai fait un bac art, déjà, pour commencer. J'ai fait un BTS communication visuelle. J'ai fait une fac d'art plastique, puis après un master pro en couleur, une spécialisation en couleur. Donc en gros, c'est de la recherche de tendances, des études de couleurs, de motifs, enfin ça peut être sur plein de secteurs, c'était passionnant. Et maintenant, je suis illustratrice déjà. Je suis en train de développer un studio d'illustration et de motifs. Et j'ai une marque de papeterie et d'accessoires qui s'appelle Cowboy Poétique. Voilà. Et ça va faire bientôt 2 ans. Ok, ah oui, quand même. Et alors, qu'est-ce qui t'a amené dans la création des foulards en soie avec Cowboy Poétique? Alors, c'était quelque chose qui me faisait envie en fait depuis longtemps déjà. Je faisais, mais juste pour moi, j'en faisais à la main en fait, avec vraiment la technique traditionnelle à la goutta, mais pour moi. Et ça plaisait, mais j'aurais pas pu en vendre en fait parce que ça aurait été beaucoup trop cher à l'achat pour que je puisse vraiment me rémunérer avec ce type d'activité. Mais donc ça montre quand même que j'en avais envie et ça plaisait. Euh, et une fois, j'en ai offert une à une amie. En fait, c'était même un deal. C'était pendant le premier confinement. Elle m'a dit, tu me fais de la peine à travailler tes dessins à la souris sur l'ordinateur. Je vais t'envoyer mon ancienne tablette graphique et en échange, ce foulard-là, tu, tu me l'offres. Et donc, évidemment, c'était un super deal. Et c'est vraiment, j'ai eu beaucoup de chance. Et évidemment, elle en a parlé, elle l'a montré, en fait, ce foulard. Et j'ai reçu des demandes en message privé de gens qui voulaient m'en acheter. Et donc là, je me suis dit, OK, il faut peut-être y penser de manière plus sérieuse. Et donc, j'ai cherché un petit peu comment je pouvais procéder pour pouvoir en produire, pour que ça soit faisable, parce que moi, j'avais pas de quoi produire, parce que produire en quantité, c'est forcément... enfin, il faut avoir un budget pour. Et je ne l'avais pas. Je voulais aussi quelque chose qui me permette, comme c'était la première fois, de ne pas non plus investir sans savoir si vraiment les gens, ça les intéressait ou pas. Et donc, je me suis penchée sur un format de crowdfunding et j'ai choisi Ulule. Et j'ai développé petit à petit voilà, des modèles voilà, par rapport à ça. Et c'est sorti, ça va faire bientôt 3 semaines que le Ulule est terminé. Voilà. Ouais, alors, parle-nous justement de cette campagne Ulule. Comment ça s'est mis en place? Comment comment sont venues les idées de contrepartie? Comment est-ce que tu t'es fait en fait aussi accompagner, je suppose, par Ulule pour justement, Gilliane a réussi cette campagne très, voilà, magnifiquement, on va dire. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai que je suis assez contente déjà des résultats, puisqu'on est allé à plus de 250%. Dans une période qui est compliquée quand même, donc c'est quand même, je suis très contente évidemment. Pour ce qui est du Ulule, alors déjà, il faut savoir que contrairement à ce qu'on pense, Ulule n'accompagne pas. D'accord. Quand on veut un vrai accompagnement Ulule, il faut payer pour.
Et donc, pour moi, ce n'était pas du tout envisageable. Donc, je me suis débrouillée. J'ai étudié, en fait, différentes campagnes que j'ai vues, que je trouvais réussies. Une qui portait sur des foulards, parce que ça me paraissait logique. Et puis, d'autres sur d'autres produits, puisque ça pouvait être aussi intéressant de voir comment d'autres marques avaient fait, d'autres types de communication. J'ai travaillé comme ça, déjà d'une part. Et puis après, je me suis lancée. J'ai eu la chance que tout de suite, il y a des gens en fait autour de moi qui se proposent pour m'aider pour un shooting photo. Parce que avant même le Ulule, il fallait quand même avoir des images pour pouvoir communiquer et montrer le travail. J'ai ensuite du coup cherché des modèles, organisé vraiment le shooting. Et une fois que j'ai eu tout ça, je me suis penchée sur la page Ulule. Alors la page Ulule, il faut quand même savoir que c'est beaucoup plus long à faire que ce qu'on peut imaginer. Moi, je dirais qu'il faut vraiment s'y prendre plusieurs mois à l'avance. Ah, ok. Parce que avant d'avoir vraiment tous les éléments à mettre dedans, il faut vraiment du temps. C'est-à-dire qu'il faut être capable de donner d'une part toutes les contreparties. Et ça, ça veut dire, par exemple, moi j'avais choisi d'avoir de la papeterie en première contrepartie. Ça, c'était logique puisque c'est mon travail, c'est déjà mon quotidien, donc c'était quelque chose d'assez facile et dans quelque chose de... Les gens reconnaissaient mon travail dedans. Et donc c'était cohérent parce que je voulais aussi produire des contreparties cohérentes par rapport à ce que je propose habituellement. Et tout ça, ça veut dire qu'il faut déjà, pour pouvoir les montrer, les créer, en faire des photos, donc avoir fait des premiers exemplaires. Donc ça prend déjà du temps. Et évidemment, toutes ces photos-là, il y en a besoin pour établir une page Ulule. Ensuite, il faut pouvoir vraiment qualifier toutes les contreparties. Donc, par exemple, dire quel type de papier, quel type de grammage, comment on va faire. Donc, il faut être sûr d'avoir fait les bons choix. On ne peut pas dire, par exemple, pour les foulards, j'ai fait deux types d'impression au début pour vérifier laquelle me plaisait le plus. Et évidemment, tant que j'avais pas la bonne, je pouvais pas mettre les caractéristiques. Donc, ça prend déjà du temps pour ça. Et puis même, il faut développer un vrai argumentaire. Pour que ça soit bien mis en page, là aussi, il faut faire un peu de graphisme. C'est-à-dire que si on a un titre qui est avec une certaine couleur, avec un petit dessin pour agrémenter, pour structurer les différentes parties, c'est pas Ulule qui va proposer dans un outil de faire ça. C'est à toi d'importer ton image. Donc, c'est à toi de la créer déjà. Donc, en fait, il y a un travail de communication, de graphisme qui est quand même assez important. J'avais discuté avec quelqu'un que j'avais rencontré juste au moment où j'allais commencer ma campagne, un peu avant, qui venait de terminer la sienne. Et qui m'a dit, moi, j'ai pas les compétences, j'ai pris un graphiste carrément. Ça sera en fait, quand on n'est pas graphiste comme toi, ça se rajoute. Voilà, ça se rajoute si on. Après, je pense que, en fait, ça dépend du projet. Si on a un projet, moi j'ai un projet où l'esthétique elle est importante. Donc je ne pourrais pas me permettre d'avoir une page toute simple, comme une page A4. Enfin voilà. Maintenant, je pense qu'il y a d'autres types de projets pour lesquels peut-être c'est moins déterminant. Encore que, mais on peut accepter, je pense, sur des projets peut-être plus où le but est peut-être plus écologique ou des choses où il y a une valeur qui est autre derrière, que l'esthétique soit peut-être un petit peu moins travaillée, même si les gens sont quand même sensibles à ça, hein, à mon avis. Mais moi, j'estimais que c'était pas possible. Donc, je sais le faire, c'est tant mieux. Mais tout ça, ça prend quand même beaucoup de temps. Il a fallu faire des graphiques, importer les graphiques comme il fallait, parce que le site n'accepte pas tout non plus, comme type de format, etc. Du coup, ça prend quand même beaucoup de temps. Et ce qui m'a vraiment pris beaucoup de temps, c'est de relire. C'est-à-dire qu'il faut toujours
être sûr que j'ai pas oublié un détail important dans ce que je voulais dire, que j'ai pas oublié une faute d'orthographe, parce que quand même, oui, voilà. C'est Euh, sacrément pas de faute. voilà. Il faut toujours, du coup, en fait, comme on peut pas avoir le nez dessus toute la journée, sinon on voit rien, il faut un peu de temps aussi de recul. Et donc, en tout, je pense que pour vraiment bien faire les choses, il faut vraiment s'y prendre au minimum 2 mois à l'avance. D'accord. Après, c'est mon ressenti. Peut-être que d'autres personnes sont capables de faire ça beaucoup plus vite. Et voilà. Moi, j'ai trouvé que je l'ai fait en moins de temps que ça et que ça a été assez complexe et que je sais que ma mère a regardé plusieurs fois pour l'orthographe. J'ai aussi fait vérifier par les OQD à la dernière minute et pourtant, j'écris pas naturellement mal, mais il y avait besoin en fait de tout ça. Voilà. Et puis, Et tu as fait une vidéo aussi, hein. Tu as aussi voilà. fait une vidéo. Très Euh, belle. fortement encouragée par Ulule à faire une vidéo. De toute façon, il faut vraiment varier les supports. Moi, j'ai en plus un objet qui est sensible au mouvement. Les foulards, c'est des objets qu'on aime voir vivre, flotter au vent ou en mouvement ou un tutoriel ou quelque chose, comment ils prennent la lumière. Enfin, du coup, ça paraissait logique aussi qu'il y ait une vidéo pour illustrer comment ils vivent les objets, puisque comme les gens ne les voient pas en réalité, il faut quand même leur donner envie. Donc, j'ai aussi travaillé sur une vidéo. Donc, c'est pour ça que tout ça, ça prend du temps, parce qu'une fois, c'est pas en soi juste remplir la page Ulule, c'est qu'en amont, il y a tout ce travail-là à faire. La Voilà, vidéo, vidéo, voilà. Qu'est-ce que le story, enfin le script. voilà. Alors, c'est ça. Déjà, il faut écrire un petit scénario, se dire qu'est-ce qu'on va raconter, comment on a envie de se positionner. Alors, moi, j'avais envie qu'on voit déjà les objets finis. Ça, c'était logique. Mais j'avais envie qu'on soit aussi dans les coulisses, qu'on puisse voir un petit peu comment ça se construit, comment moi je peux travailler euh, du premier croquis à Produit l'objet fini. fini, en fait. Voilà. Donc, on a un peu en planché dessus. J'ai eu la chance aussi de pouvoir travailler avec mon petit frère qui fait beaucoup de vidéos. Parce que là aussi, la vidéo, c'est un travail qui est compliqué, qu'on ne peut pas forcément tous apprivoiser comme outil. Moi, je sais que par exemple, je suis pas très bonne en vidéo. Toute seule, j'aurais eu beaucoup de mal. Euh, Lui, il a quand même cette expérience-là aussi, donc il m'a guidée beaucoup pour ce qui était des plans. Parce qu'une vidéo, il faut qu'on donne du rythme. À la fois, il faut qu'on comprenne, mais il faut aussi que les gens ne s'ennuient pas, même si c'est court. Il faut que ça reste court, donc peut-être que des fois, il faut accélérer certaines parties, d'autres fois en ralentir d'autres, etc. Il faut qu'il y ait une cohérence de lumière entre la prise de vue qui est dehors et la prise de vue qui est intérieure, par exemple. Donc, il y a quand même des choses un peu longues. Il y a le montage qui est très long. Il y a la question du son. Donc, j'ai enregistré aussi le petit texte que je voulais mettre. On a choisi une musique pour donner aussi, voilà, pour un complément d'ambiance au projet. Et il fallait choisir des musiques qui étaient libres de droit pour être dans les clous des diffusions. Il faut les mettre sur YouTube, les vidéos, puisqu'en fait, pour Ulule, tu ne peux importer qu'une vidéo YouTube. D'accord. Donc, il faut créer un compte YouTube. Euh, c'est des petites choses, mais qui font qu'en fait, mis bout à bout, faire une vidéo, ça prend plusieurs jours. Euh, Ouvrir un compte YouTube, importer une vidéo, bah, ça prend, je sais pas moi, peut-être au moins une demi-heure. Quand on additionne toutes ces tâches, c'est assez long de faire un Ulule, mais correctement. Après, ça vaut le coup parce que c'est super chouette comme expérience. Il faut aussi faire beaucoup de visuels et de vidéos pour les réseaux sociaux, puisque la page Ulule, c'est un support, mais il faut arriver à attirer les gens après sur la page Ulule. Ouais. En fait, c'est aussi ouais, une grosse partie qui est très dure quand même, de rameuter en fait un début ta communauté, déjà tes proches, après ta communauté, et après la communauté élargie pour les amener à acheter.
Oui, et ça, c'est beaucoup de travail. Et tout ce qu'on peut faire en amont, il faut le faire en amont parce que sur le moment, les 3 premières semaines, on est débordé. Moi, je pensais pas du tout. Et vraiment, en fait, on est très vite débordé. On ne fait que ça de la journée finalement parce que il faut publier sur Instagram, sur Facebook, 1 à 2 fois dans la journée, plus les stories. Pour être vraiment visible, hein, pour lancer le projet, pour être vraiment visible. Il faut aussi publier éventuellement dans certains groupes, sur Facebook par exemple. Il faut contacter les gens, c'est-à-dire que tout ton premier cercle qui ne va pas forcément être tout le temps sur les réseaux sociaux, il faut leur envoyer un message. Donc il faut faire des listings de gens à contacter pour leur dire oui, j'en avais parlé, c'est le moment en fait. Il faut faire des newsletters. Donc moi j'ai fait une newsletter par semaine. Il faut aussi faire des news sur Ulule. Sur Ulule, il y a un outil qui s'appelle News qui permet de donner des informations en fait supplémentaires aux gens qui ont participé ou qui voudraient participer. Donc il faut aussi créer des choses nouvelles à dire, puisque c'est pas tout de dire je vous écris une news. Mais pour écrire une news, il faut avoir des choses à raconter. Du coup, il y a du contenu à produire ou des offres à proposer. Voilà. Après, en dehors des contreparties, les gens sur Ulule ont l'habitude et attendent en général d'avoir un petit plus aussi, parce que comme ils prennent le risque de précommander, ils vont attendre. Ils ne savent pas à 100% au début si ça va être concret ou pas, si ça va aboutir la campagne. Alors, si ça n'aboutit pas, ils sont complètement remboursés. Mais en général, quand on donne de l'argent pour avoir quelque chose, on a envie que le projet Ah, aboutisse. Et on a si, envie... ouais. C'est après on est déçu et puis Voilà. c'est con. Alors, comment t'es venue ton inspiration, par exemple, pour les foulards, les dessins? Comment te viennent tes inspirations pour les cartes, pour ce que tu fais? Euh, alors, dans mes inspirations, il y a vraiment soit mon quotidien, soit la nature, beaucoup, beaucoup. C'est des végétaux, des animaux, depuis peu des humains. Dans les foulards, il n'y en avait pas, mais ça fait juste depuis le début du premier confinement que je peins aussi des humains. J'en ai vu il n'y a pas longtemps, je crois, en story ou en publication Instagram. Oui, voilà, ça fait pas longtemps, mais je sais que ça plaît aussi et c'est vraiment tout récent. Je pense que c'est très lié à mon enfance parce que j'ai vraiment grandi en Corrèze, donc près de la nature quand même. Euh, donc ça, c'est vraiment des choses qui... J'ai envie de dessiner le monde, soit le monde qui m'entoure, soit le monde, un monde un peu imaginaire, quoi. D'accord. Une bulle. Ok. Alors, parle-moi un peu de Cowboy Poétique. Qui sont tes clients? Voilà, comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as commencé, en fait? Alors, j'allais dire par hasard, mais... Pourquoi ce nom Cowboy Poétique? Ah, alors, parce que, comment? Déjà, moi, je suis une grande fan de western, de la figure du cowboy. Euh, je voulais quelque chose d'un peu décalé, qui soit facile à retenir quand même. Et je voulais quelque chose qui montre un côté mignon, parce qu'il y a vraiment ce côté-là quand même dans mon travail, un peu doux, un peu mignon, mais en même temps un peu décalé, un peu plus rock'n'roll, parce que bon, c'est pas non plus... Enfin, je me serais pas reconnue dans quelque chose de trop mignonné non plus. Et en fait, ça m'est venu d'un coup un matin au réveil. Et je me suis dit, ah, mais ça sonne bien. Et puis, ben, en fait, c'était adopté. J'en ai parlé à 2 personnes qui m'ont dit, ah, ça sonne trop bien. Au début, je voulais l'écrire à la française IQUE. Et j'ai eu un rendez-vous. Je commençais juste mon projet et j'étais en couveuse d'entreprise. Et j'avais rendez-vous ce matin-là. Et j'arrive et je lui dis, voilà. Et il me dit, ah, c'est super. Et il l'écrit. Et il l'écrit automatiquement IC. Et je l'ai vu, je me suis dit, c'est ça. Il a raison, on va pas s'embêter. Voilà, c'est Cowboy Poétique. Donc pour l'histoire du nom, voilà. Après,
Moi, au tout début, je voulais vraiment travailler sur un studio de design de motifs que je suis en train de mettre en place plus tôt maintenant, en fait. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu marre de ne pas voir les choses aboutir tout de suite parce que je travaillais à côté, parce que c'était du coup plus long à monter comme projet. Et j'ai lancé quelques cartes postales comme ça en me disant, je vais voir si ça plaît aux gens, en fait. Il y avait 9 modèles. C'était vraiment rien, en fait. Et puis, j'ai des collègues qui m'en ont pris. Ça a bien marché. J'ai eu des boutiques qui m'ont proposé, en fait, alors que j'avais vraiment rien, 9 modèles comme ça. Et je me suis dit, ouais, en fait, ça me fait envie parce que moi, j'ai toujours aimé la papeterie. Et donc, je me suis dit, ah ouais, puis si on pouvait mettre aussi quelques cahiers, ça serait bien. J'aimerais bien parce que moi, j'en consomme beaucoup. Depuis toujours, depuis toute petite, j'écris beaucoup. Et puis, j'étais encore prof à l'époque. Donc, j'écrivais encore plus que maintenant. Euh, et puis, ça s'est lancé comme ça. J'ai fait un plus gros test, du coup, avec un peu plus de modèles. Et puis des cahiers. Et puis, petit à petit, ça plaisait. J'ai réussi à trouver un petit peu un univers, en fait. Et du coup, voilà. Alors, mes clients, au tout début, c'était vraiment des particuliers. Ça peut toujours être le cas, c'est toujours le cas. Mais dans l'idée, j'ai toujours voulu travailler avec des professionnels. Euh, pour plusieurs raisons. Déjà parce que ça me fait plaisir de voir en boutique mes produits, parce que ça me donne une visibilité un peu plus importante. Et puis, pour tes questions de rentabilité. Les cartes postales et les cahiers, la papeterie, ce sont des produits qui coûtent très peu cher à l'achat pour le particulier. Donc, avant d'arriver à être rentable là-dessus, ce serait compliqué en travaillant qu'avec des particuliers, quoi. Une jolie carte, c'est par exemple, c'est 4,50 €. Bon, en termes de volume, il en faudrait beaucoup pour que je puisse être rentable, alors qu'en travaillant avec des boutiques et des offres adaptées, finalement, tout de suite, il y a des choses qui sont un peu plus possibles. D'accord. Voilà. Donc maintenant, de plus en plus, c'est des boutiques et c'est ce que je cherche à développer. Ok. Alors, est-ce que tu as. Enfin, donc, en fait, c'est un peu des collaborations avec les boutiques. Ça fonctionne comment? C'est des partenariats? Non, c'est de l'achat. Les boutiques, elles font de l'achat. Ah, ok, d'accord. Alors, parfois, j'en ai quelques-unes encore qui sont dépôt-vente, mais j'essaye d'éviter. Ou alors, je les limite à des boutiques de confiance Je avec connais. lesquelles j'ai des partenariats réguliers. Mais en règle générale, c'est de l'achat. Et c'est des boutiques qui sont très différentes. Et ça, j'aime beaucoup parce que, en fait, j'ai différents types de produits finalement en papeterie. J'en ai pas non plus des milliards, mais elles correspondent à différentes typologies de boutiques en gros. Donc, par exemple, j'ai beaucoup de cartes et de mini-cartes qui sont vendues chez des fleuristes. Alors que, par exemple, mes cahiers et cartes vont être plutôt vendus sinon dans des concept stores, par exemple, ou des papeteries. Mais en fait, j'ai vraiment plusieurs types de boutiques. C'est pas du tout. C'est même assez dingue tout ce qui est envisageable. Voilà. D'accord. Ok. Alors, est-ce que tu as eu des difficultés à la création de ton entreprise? Là, tu nous as dit que tu étais en couveuse d'entreprise. Tu avais été en couveuse d'entreprise, tu y es toujours? Non. Non? Alors, j'ai été accompagnée donc par une couveuse d'entreprise qui était chouette, qui était sur Grasse, qui dépendait de Grasse et qui avait une antenne, plutôt qu'il y avait une antenne à Grasse, mais qui dépendait de Cannes. J'ai arrêté un petit peu tôt parce que je suis partie, j'ai déménagé sur Toulouse et du coup, c'était plus possible de garder un suivi là-bas. Et comme mon projet était quand même très avancé, j'ai pas cherché d'autres structures. Ça aurait été compliqué en plus, je pense, d'intégrer autre chose une fois là, un projet qui était quand même un petit peu avancé. Euh, voilà. Maintenant, j'ai été contente du travail qui avait été fait De là-bas. la- Ouais. Mais j'aurais vraiment eu besoin d'un peu plus de temps en fait. D'accord. Sur quoi, par exemple?
Euh, En fait, l'avantage de la couveuse, c'est aussi de pouvoir tester financièrement, etc. Et moi, je me suis lancée, j'avais rien testé, en gros. Il m'avait vraiment accompagnée pour le projet, c'est-à-dire vraiment construire alors une sorte de business plan, une étude de marché, une grosse étude de concurrence, un projet un petit peu enfin, pour le mûrir en fait. Voilà. Là, voilà. Mais par contre, après, sur vraiment l'immatriculation et le développement, le test, en fait, vraiment, je suis partie, j'avais 9 cartes postales et je commençais à les vendre, en fait. C'était vraiment le mois où j'ai commencé ça. Et donc là, j'aurais eu besoin peut-être de 6 mois au moins pour pouvoir tester sans être immatriculée, sans... voilà. D'accord. Pour tout ce qui était administratif, après, ça a été compliqué aussi, mais ils m'ont aidé un peu, même s'ils n'étaient plus trop censés le faire. Elle m'a aidé aussi parce que c'était des cas particuliers et du coup, c'était un peu plus compliqué que d'ordinaire. T'es en quel statut, là? Ben, moi, Ça, j'ai je en peux fait comprendre. 2 statuts. D'où le fait que c'était un peu compliqué, c'est que je suis à la Maison des artistes et je suis aussi en auto-entreprise. On est nombreux, en fait, un peu dans mon cas, où euh, quand tu fais de l'illustration et que tu produis des objets, en fait, les objets ne sont pas autorisés à faire partie du statut d'artiste-auteur. Dès D'accord. lors qu'il y a une reproduction, tu n'es plus considéré comme artiste-auteur. Et donc, il te faut un deuxième statut pour pouvoir être dans les clous, en fait. Mais du coup, D'accord. c'est pas toujours facile à mettre en place parce que l'administration, c'est pas une norme non plus. Et l'administration, elle a du mal des fois à comprendre ce double statut. Et quand en plus on rajoute qu'on est un peu salarié d'un côté, qu'on est un peu au chômage de l'autre, ça fait vite des problèmes. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que tu te sens une âme d'entrepreneuse Oui. et pourquoi? Oui, oui, oui. Alors déjà parce que j'ai un petit côté, j'aime bien n'en faire qu'à ma tête. Et forcément, c'est plus facile quand c'est nous qui décidons que quand on dépend de quelqu'un, où forcément, on est quand même un peu obligé de faire ce qu'on nous demande, ce qui est bien normal. Mais voilà. Non, oui, je suis quand même quelqu'un d'indépendant et j'aime créer des projets, en fait. J'aime bien monter des projets. Euh, J'aime bien travailler pour moi. Ça, j'ai toujours voulu. J'aime pas avoir quelqu'un sur le dos. Euh, D'ailleurs, quand je travaillais avant, en tant que salarié, les métiers dans lesquels j'ai été les mieux, c'est les métiers où on me laissait le plus de latitude, c'est-à-dire prof, par exemple. Ou même si on a quand même évidemment des choses à faire qui nous sont imposées, en règle générale, on n'a personne sur notre dos toute la journée qui va nous demander chaque action, chaque chose. On a quand même une latitude dans la pédagogie, dans le choix des sujets, enfin voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, le fait de monter les projets. Euh, oui, je crois que... Ouais. Tu as des collaborations en cours? Alors, pas exactement. Là, j'en ai eu il y a encore peu de temps. J'en avais une avec Mélo Yellow. Euh, j'ai des choses qui sont prévues en termes de collaboration, mais pour plus tard. Alors déjà, j'ai des collaborations prévues avec des photographes pour des shootings. Et puis après, une collaboration, mais qui sera pour, je pense, la rentrée prochaine, pour Cowboy Poétique, avec une autre illustratrice. Si tout se passe bien, on verra. Pour des nouveaux foulards, j'aimerais bien. J'aimerais bien relancer une capsule et qu'elle soit de la partie. Ça, c'est voilà. Et après, j'espère qu'il y en aura plein d'autres pour l'an prochain, mais il faut que j'aille les chercher maintenant. Et alors, l'autre illustratrice sera même un style différent de toi Oui. ou toujours le même style? Alors, Voilà, un même style. c'est différent ce qu'elle fait.
mais ça s'adaptera très bien. Je propose ici. Tout l'intérêt de travailler avec une autre illustratrice, c'est d'amener aussi son style, évidemment. Maintenant, il faut garder une cohérence par rapport à ma marque. Je pense même que sur certains modèles, on va y être à 4 mains. Donc, une illustration vraiment... voilà. Elle fait beaucoup de petites nanas, en fait. Et j'aime beaucoup. C'est vraiment mignon. C'est coloré, évidemment, comme moi. Et ouais, donc aussi de la couleur. Ouais, peut-être des nanas fleuries. Voilà. D'accord. Et tu les vendras, ces futurs foulards, en campagne Ulule ou complètement différemment? Non, je vais voir pour fonctionner autrement. Je pense pas qu'on puisse faire des Ulule tous les ans. D'une part parce que c'est très très lourd à gérer, c'est très fatigant une campagne Ulule. Et puis parce que je pense que ça peut lasser les gens. Ce sera des précommandes. Ça c'est sûr. De plus en plus, j'aime bien ce format-là. Je trouve qu'effectivement, ça permet de faire des choses que je ne pourrais pas faire autrement. Puisque même si je vais essayer de mettre de la trésorerie de côté pour en produire un peu pour des boutiques et avoir un peu de marge, je ne pourrais pas avoir une grosse production, par exemple, par moi-même. Je n'ai pas forcément envie non plus. Et puis, moi, je fais quand même du Made in France, je fais des petites séries, c'est quelque chose qui me ressemble bien. Et j'aurais pas envie non plus de produire des choses et de gâcher. C'est-à-dire que l'avantage de la précommande, c'est qu'on produit que sur mesure, donc ce que les gens ont envie d'avoir. Et ça, je trouve que c'est quand même aussi très intéressant. Donc, je vais essayer de travailler un peu plus comme ça l'an prochain. Je pense que c'est ce qui va me permettre aussi de m'aider là dans cette période parce que c'est quand même très compliqué. Et je vais essayer de présenter voilà, plusieurs types de choses, des affiches notamment peut-être en présentiel, alors avec des temps certainement plus courts, parce qu'un temps de production d'une affiche, c'est beaucoup plus court pardon, qu'un temps de production d'un carré de soie. Mais voilà, je pense que je vais essayer de développer ça. Ça permettra aussi de voir s'il y a des modèles qui marchent mieux que d'autres, des choses comme ça qui sont parfois difficiles en fait à savoir. D'accord, ok. Alors, si tu avais un ou des conseils pour une future créatrice d'entreprise, ce serait quoi? Oh là là. C'est difficile de se dire est-ce qu'on peut donner des conseils comme ça, mais Par exemple, dans ce que tu as fait et qui t'a bien, qui t'a bien aidé, qu'est-ce que tu voilà, dans ce que toi, par rapport à ton expérience à toi? s'entourer, je dirais s'entourer, c'est le plus important. D'une part parce que quand on lance son projet, en fait, même si on a une idée d'où on veut aller, en général, on ne sait pas trop où on va, où on veut aller. Et puis parce que très vite, en fait, on est seul face à son projet et que c'est là où c'est le pire, c'est là où on peut se démotiver ou faire des bêtises parce qu'on ne sait pas, tout simplement. Donc vraiment de s'entourer à tous les niveaux et j'ai envie de dire particulièrement au niveau d'entrepreneur. Je pense que moi, la couveuse, ça m'a beaucoup aidé. Les EQD, par exemple, ça c'est vraiment le fait d'avoir ça, d'avoir une soupape d'entrepreneur pour se remotiver et puis pour trouver aussi des solutions à des tonnes de questions qu'on va se poser, même si on lit plein de choses. Quand on est dedans, il y a toujours 1000 questions et 1000 besoins d'être rassurés ou de faire des choses ensemble ou de voilà. Et puis tout simplement parce que bien souvent, on travaille de chez soi au début. Enfin, ça dépend peut-être du secteur, hein, certainement. Mais en auto-entreprise, pour beaucoup de personnes qui commencent, c'est chez soi et donc on est forcément tout seul la journée. Donc parfois, ça peut être un peu difficile aussi d'avoir personne d'un coup avec qui échanger. Donc s'entourer, ça c'est la première chose. Se former tout le temps.
Alors évidemment, en fonction de ce qui nous plaît et des domaines d'activité, c'est plus ou moins changeant, mais je pense que c'est ce qui permet aussi, ça permet de se sentir plus en confiance, plus légitime. Ça permet aussi dans les faits d'être plus compétent. Et là aussi de rencontrer des gens en fait aussi. Ok, d'accord. Ouais, ça c'est vraiment, je crois que c'est le. Ouais, c'est des conseils de base, on va dire aussi, hein, je pense. Ouais, ouais. Et puis ça permet de se nourrir aussi. Je veux dire, enfin, pas physiquement, mais ouais, intellectuellement, et puis je pense qu'on est beaucoup à avoir un profil. J'ai pas entendu. par rapport à l'énergie aussi, on se nourrit de Voilà, l'énergie aussi des autres. ça. Mm. C'est ça, parce que je pense qu'on est beaucoup entrepreneurs à avoir un profil comme ça où on a besoin, en fait. Quand on entreprend, c'est qu'on a besoin de monter des projets, et donc c'est aussi, c'est pas forcément qu'un projet concret, c'est aussi intellectuel et émotionnel. Exactement. Alors, si tu avais un mot de la fin, quelque chose que on n'a pas pu dire pendant l'interview, ou voilà, ce que tu veux, c'est maintenant. Alors, rien à voir, mais du coup, je fais depuis le début du premier confinement, le mercredi, des petits talks sur Insta où j'invite en fait des créateurs. J'avais envie d'en parler du coup, pas pour moi, mais parce que j'aime bien, j'ai à cœur de faire découvrir d'autres créateurs et d'échanger en fait sur des problématiques de créateurs ou simplement montrer en fait un processus créatif, des nouveaux projets, des choses comme ça. Et donc voilà, il y a ça qui se passe le mercredi sur mon Instagram de 18h à 19h où j'invite deux créateurs en général. Okay. Voilà. Bah, pour info, dans l'article de blog que je mettrai avec l'interview de mon blog, il y aura les réseaux sociaux de Gilliane. Donc, vous pourrez retrouver son Instagram. Mais alors, ton Instagram personnel de studio, c'est Gilliane Chaminan Studio, c'est ça? Oui, c'est ça. Tout en bloc. Hein. Oui, tout en bloc, c'est exactement ça. Et sinon, Cowboy Poétique, c'est Cowboy. Cowboy, je crois qu'il y a un tiré du bas poétique ici. Oui. Alors, ouais. Voilà. Ben, je te remercie beaucoup, Gilliane, pour cette interview, pour avoir fait découvrir ton univers et aussi les dessous d'une campagne lune. C'était vachement intéressant. Et puis, je vous encourage à aller sur les réseaux de Gilliane, ton site internet aussi. Ouais, Voilà. Et Cowboy. découvrir sa papeterie. Hein, je suppose on peut acheter. Voilà, hein, s'il y a des petits cadeaux à faire pour ces fêtes de Noël, n'hésitez pas à aller sur ces plateformes, sur ces réseaux sociaux, sur son site internet. Merci beaucoup, Gilliane, pour cette interview et puis à bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci encore. Au revoir.